Bonjour Fatkine. Ravi de vous rencontrer ici à la Galerie nationale où vous exposez depuis mardi dernier. Votre première exposition individuelle, c'est impressionnant quand on rentre ici à la Galerie nationale où l'espace change complètement. Vous l'avez complètement transformé avec vos personnages. Qu'est-ce que cela vous fait de venir pour la première fois dans votre retour au Bercail pour une première exposition individuelle ici au Sénégal? Oui. Merci beaucoup Fatkine. Ça a été vraiment un très très grand plaisir, malgré qu'il y a eu quand même beaucoup de stress, parce que comme vous l'avez dit, préparer une exposition pareille nécessite beaucoup de temps, beaucoup de moyens financiers, humains, etc. Mais finalement, je pense que ça s'est très bien passé. Et puis les objectifs vraiment sont mêmes, je peux dire, en tout cas les résultats pour le moment sont au-delà de mes attentes. Et j'ai été vraiment très très séduit par le peuple sénégalais, les Dakarois qui ont répondu présent au vernissage, et puis les encouragements, l'accompagnement de la presse. Vraiment, c'est un fils qui revient, qui rentre au pays, retrouve Bercail, et puis qui a été accueilli de manière exceptionnelle. Et ça, j'en suis vraiment très, très ravi. Et je profite de cette occasion pour remercier le peuple sénégalais pour ce chaleureux accueil qu'ils m'ont réservé. Là, on est en plein au centre de cette exposition grandiose intitulée « Maturité de mon peuple ». Cela renvoie à quoi exactement? Il faut dire que quand j'ai décidé de faire cette exposition, je voulais vraiment travailler sur quelque chose qui peut parler non seulement aux Sénégalais, mais aussi au reste du monde. Et donc, il y a cet article 10 de la Constitution du Sénégal qui me parle beaucoup, donc qui parle de liberté d'expression et d'opinion, donc par différents moyens. Mais il y a toujours cette dernière phrase de l'article 10 qui dit que pourvu que l'exercice de ces droits ne porte atteinte ni à l'honneur, ni à la considération d'autrui, et ni à l'ordre public. Donc j'ai vraiment travaillé autour de ça. J'ai conçu des personnages qui font une marche. Et puis j'ai invité ces personnages à aller voir ce que la Constitution du Sénégal leur donne comme possibilité, comme droit, mais aussi l'alerte qui est tirée à travers cette Constitution. C'est une manière aussi pour moi de chanter la démocratie sénégalaise, parce qu'aujourd'hui, quand on voyage en dehors du Sénégal, on est fier de dire qu'on est sénégalais, parce qu'on est connu comme étant un peuple mature démocratiquement. Dieu merci, à ce jour, on n'a jamais connu de coup d'État. Et je pense que c'est important de mettre le doigt sur ces acquis pour qu'ensemble, Sénégalais, les politiciens, les gens de l'opposition, tous ensemble, que nous puissions nous donner la main et sauvegarder ces acquis qui sont chantés aujourd'hui à travers le monde. Vous insistez surtout sur la dernière partie de cet article 10 de la Constitution sénégalaise qui dit que pourvu que, etc. Pourquoi cette insistance sur cette partie? Oui, sur cette partie, parce qu'il faut dire que je suis beaucoup l'actualité sénégalaise, malgré le fait que je suis à l'étranger, mais je lis les journaux tous les jours, et puis je viens souvent quand même au Sénégal, je suis très attaché à Tambacounda. Et je vois des fois quand les gens font une marche, et puis que cette marche n'a pas de casse, des jeunes surtout disent que cette marche n'a pas réussi. Parce qu'il n'y a pas de casse. Et moi, ça me fait peur. Et vous voyez, récemment, il n'y a même pas 2 semaines, il y a eu justement des manifestations à Tambacounda, des jeunes conducteurs de Jakarta, justement, où les motos ont été confisquées par la police pour des raisons d'assurance, etc. Et pour manifester ce mécontentement, ils étaient obligés de faire des casses, de brûler des panneaux. À ce jour, je reviens de Tamba, on voit les traces. Et maintenant, voilà, qui va les réparer? C'est nous-mêmes, c'est l'argent du contribuable. Et c'est tout, c'est des choses pareilles, justement, j'aimerais alerter. Je pense que le Sénégal a dépassé ce genre de pratiques et il faudra communiquer là-dessus et puis dire au peuple, nous avons justement des moyens légaux sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour faire des marches pacifiques, mais sans pour autant casser, parce que tout ce qu'on casse, ça nous revient. C'est à nous, c'est notre bien que nous cassons et nous reviendrons un autre jour pour demander encore la réparation de ces biens cassés.
Et c'est justement pour ça que j'ai insisté sur la dernière phrase de cet article 10 de la Constitution du Sénégal. Comme l'on voit souvent quand il y a des manifestations à l'université, que les bus sont attaqués, les gens disent que c'est l'argent du contribuable que l'on gaspille comme ça. Exactement. Exactement. Et après, voilà, je veux dire, après, on voit qu'au niveau du transport, il y a des problèmes à Dakar. Au niveau de la mobilité, on se dit qu'il n'y a pas assez de bus. Or, voilà, c'est nous-mêmes qui avons cassé une dizaine ou une quinzaine de bus voilà, qui sont à l'arrêt. Donc je pense que c'est un appel, je suis loin d'être un donneur de leçons, mais en tant qu'artiste, je pense que j'ai un médium aujourd'hui que je dois utiliser allant dans ce sens-là et aussi permettre de communiquer avec les Sénégalais. Il y a eu beaucoup de monde qui ont vu cette exposition et je pense que beaucoup de personnes ont été marquées par ce que dit l'article 10 de la Constitution, parce que j'ai posé la question à beaucoup de gens, est-ce que vous savez ce que dit l'article 10 de la Constitution du Sénégal? Non, mais beaucoup de gens ne le savent pas. Mais je pense que toutes les personnes qui sont venues à l'exposition, quand ils ressortent, ils savent le contenu de l'article 10 de la Constitution. Par cette exposition, vous avez véhiculé l'article 10 de la Constitution. Exactement. Le contenu. Exactement. Exactement. On a devant nous un homme engagé par son art. On dit que le fait de choisir cet article, en tout cas cette Constitution, et cet article de la Constitution n'est pas un fait du hasard. C'est ce que dit le commissaire de l'exposition, Sylvain Sankharé. Exactement. Exactement. Oui, c'est pas un fait du hasard parce qu'on a beaucoup échangé avec Sylvain. Bon, il faut dire aussi que j'ai un peu, comment dire, une influence de mon pays d'accueil qui est la Suisse, où on sait que c'est un pays quand même très très réglo. Les marches, on en voit quasi très régulièrement, mais c'est des marches où tout le monde a envie de participer. Parce que c'est pacifique, parce que les gens s'expriment librement, parce que la police n'est pas aux aguets. C'est extrêmement rare de voir des marches où des lacrymogènes sont jetés par-ci, par-là. Et je pense que aussi c'est un exemple que je voulais porter et je pense que j'ai la chance. Je fais partie des artistes qui ont vraiment cette chance de pouvoir vivre entre deux pays. Moi, j'ai l'habitude de dire que la Suisse, c'est un des pays les plus démocratiques au monde. C'est le seul pays où on a la liberté, la démocratie directe. C'est le seul pays au monde où on a 7 présidents, chefs d'État. Beaucoup de Suisses ne savent pas qui est leur président parce que ça change chaque année. Et c'est une immense démocratie parce que c'est vraiment le pouvoir du peuple. Et le Sénégal aujourd'hui étant une des démocraties phares en Afrique, c'est vraiment une chance pour moi. Et c'était aussi l'occasion de faire le lien justement entre ces deux choses semblables qui unissent mes deux pays au fait. On est là devant la Constitution, ici matérialisée, mais la Constitution qui émerge dans une malle. Une malle qui est très symbolique dans notre société africaine, mais très encadrée par 2 cadenas. Quelle est la signification de ces objets que vous nous exposez ici? Exactement, parce que la malle, et comme vous venez de le dire, a une signification très forte et même côté utilitaire. C'est dans cette malle qu'on garde les choses précieuses. Et puis, donc, c'était une façon pour moi de montrer que la Constitution était dans une malle. Moi, j'ai ouvert la malle, les cadenas sont ouverts, donc le livre jaillit. C'est une façon de dire aussi que cette Constitution, elle est accessible. Elle est accessible parce que, voilà, quand on va sur Internet, on a la possibilité de le consulter, de voir le contenu. Mais l'autre chose aussi, c'est de voir comment dire, est-ce que l'État du Sénégal ne peut pas prendre d'autres initiatives afin de vulgariser le contenu de cette Constitution? On est dans un pays quand même où il y a des langues nationales qui sont parlées. La Constitution sénégalaise aujourd'hui doit être traduite en Wolof. Voilà, c'est traduit en Wolof, mais par exemple, qu'il y ait par exemple des audios de la Constitution en Wolof sur Internet, que par exemple, voilà, Yaye Koumba qui est à Tambacounda, qui a son portable aujourd'hui, puisse écouter ce que dit la Constitution. Voilà, parce que j'ai un ami commissaire de police qui me disait justement que beaucoup de délits commis au Sénégal, c'est par ignorance. Donc je pense qu'aussi c'est une occasion de voir comment est-ce que les pouvoirs publics aussi peuvent essayer aujourd'hui avec le monde numérique de rendre, comment dire, par exemple la Constitution et tous ces textes fondamentaux de manière accessible à toutes les couches de la population. La première fois que j'ai vu le cercle, en tout cas l'article 10
ainsi matérialisé autour du cercle, ça m'a fait penser à la cosmogonie africaine. Le cercle n'est pas quelque chose de fortuit. Et dans mes recherches, on dit que le cercle, c'est la démocratie pure dans la cosmogonie africaine. Est-ce que vous, dans votre conception artistique, vous avez eu référence à cela? Oui, effectivement. Et puis, ce qui est impressionnant, c'est que quand un cercle aussi est tracé au sol, il y a une espèce de limite. On a envie de s'arrêter, et de voir pourquoi ce cercle a été tracé, et puis de faire le tour du cercle. C'est très, très important. Et puis, même quand on regarde, par exemple, les cases à l'ancienne, donc les cases rondes, etc., c'est très, très important. Donc, on a pris le parti avec le commissaire d'exposition, M. Sylvain Sankhalé, que je remercie au passage, de partir justement dans cette idée-là pour donner beaucoup plus de force et d'impact à cet article 10 de la Constitution de notre pays. Au-dessus de ces personnages que l'on aperçoit tout autour de nous, il y a une chaise qui est très symbolique avec sa couleur assez particulière. Quelle signification cela renvoie-t-il? Alors, il faut dire que j'ai beaucoup travaillé quand j'étais étudiant à l'École supérieure d'art visuel de Genève autour du thème du pouvoir et puis de l'hospitalité. Et je trouve que la chaise symbolise assez bien ces deux thèmes. L'hospitalité, justement, quand on reçoit quelqu'un, on lui donne une chaise. Vous m'avez donné une chaise pour me recevoir aujourd'hui. Je vous en remercie. Et puis aussi le pouvoir, parce que la chaise aussi, des fois, marque le statut social d'une personne. Quand on regarde la chaise du président Macky Sall, elle est différente de votre chaise dans votre bureau, hein, et même des chaises de ses ministres, les chaises des directeurs, différentes des chaises des secrétaires. Des fois, ça marque le statut social de la personne. Mais souvent, je ramène mes chaises à une forme vraiment minimaliste pour montrer aussi quelque part, quel que soit le pouvoir que nous avons, il y a toujours le peuple derrière. Donc on a à peu près le même pouvoir, parce que c'est le peuple qui a le pouvoir de vous élire. Vous avez le pouvoir de conduire la destinée de ce peuple, tout en n'oubliant pas que cette chaise qu'on vous a donnée, c'est des chaises semblables qui vous l'ont donnée. Donc c'est très, voilà, je joue beaucoup sur cela. Et puis c'est pour ça que par exemple les personnages aussi j'ai voulu mettre à la place des têtes des chaises, parce que c'est avec la tête qu'on pense. Donc c'est une façon de dire aussi que le pouvoir qu'on a, même le fait qu'on puisse organiser une marche, mobiliser des personnes, quelle que soit la personne, on devient un petit leader. Et donc il faudra qu'on commence à penser par la tête. Donc aussi utiliser le pouvoir, mais l'utiliser de façon très rationnelle et puis de façon consciente et responsable. Ce qui vous marque dès que vous entrez, c'est ce mouvement, en tout cas de tous ces personnages qui convergent vers le sac. Mais ces personnages ont été fabriqués à Tambacounda, dans Oui. votre ville natale, Oui. par des artisans de votre ville natale. Exactement. Expliquez-nous un peu comment ce partenariat, ce travail entre vos ressortissants de votre ville natale et vous, comment vous avez travaillé avec eux? Oui, il faut dire que ça fait des années, je travaille beaucoup avec les artisans de Tamba. Et quand j'ai eu l'idée de ce projet, justement, j'ai été à Tambacounda, j'ai fait les prototypes moi-même. Et puis, j'ai engagé 7 ateliers de menuisier métallique. Donc, il y a eu presque 46 personnes qui ont travaillé autour de ces œuvres-là. Et c'est une manière aussi pour moi de contribuer un peu justement à la situation économique de ces gens, quand on sait que Tambacounda quand même est une des régions les plus pauvres du Sénégal économiquement. Et c'était une manière aussi pour moi de permettre aussi mes parents, mes amis et la population tambacoundoise qui puissent voir mon travail artistique que je fais à Genève ou dans des expositions à travers le monde, c'est quoi le processus, et puis qu'ils puissent aussi commencer à comprendre que ce que je fais avec les artisans sur place, ce n'est pas, je ne sais pas, par fainéantisme ou je ne sais pas quoi, mais c'est vraiment du travail sérieux. Et donc voilà, c'est pour ça qu'ils ont tous été honorés de voir ce travail à la télé, de voir leurs photos, et puis ils sont aussi dans le catalogue de l'exposition. Et pour moi, c'était aussi une façon de leur rendre hommage. Et j'ai décidé, en tout cas, tous mes grands projets, de les réaliser aussi à Tambacounda. Quand on parle de Tambacounda, on a l'esprit TGD, oui. Oui, TGD, Dakar, Genève, Tambacounda, que vous avez eu à un peu matérialiser pour un peu permettre aux artistes de Suisse et du Sénégal
de travailler ensemble, d'échanger sur cette dynamique artistique. Oui, effectivement, mais il faut dire, par exemple, quand on regarde la genèse du projet TGD, c'est que moi, j'ai fait l'École nationale des beaux-arts de Dakar en 92. J'étais le 4e Tambacounda à faire cette école quand même qui existe depuis 1960. Et quand j'ai eu la chance de faire l'École supérieure d'art visuel de Genève, je voulais mettre un pont. Parce qu'à Tambacounda, il y a beaucoup de jeunes qui ont du talent, qui sont doués. Mais ce qui manque, c'est un peu une formation assez solide au niveau des arts plastiques et visuels. Et comme beaucoup de jeunes n'ont pas aussi les moyens financiers pour pouvoir faire l'école des beaux-arts de Dakar, je me suis dit aussi qu'il y a une autre manière de se former, c'est-à-dire de rencontrer des artistes par le biais des ateliers. C'est dans ce sens que le projet a été né. Et si on regarde aujourd'hui, il y a, par exemple, en 2002, il y avait 17 Sénégalais qui étaient à Genève. Pour la première fois, on avait un nombre important d'artistes sénégalais à Genève. Il y a eu des expositions au Palais des Nations Unies. Et parmi ces 17, il y avait 12 jeunes de Tamba. Et parmi ces 12, il y en avait même plus je sais pas, 10 ou 11 personnes qui n'avaient jamais mis les pieds à Dakar. Et c'était ce projet, justement, avec son impact, ça m'a poussé à continuer un peu dans ce sens-là et aussi à permettre à beaucoup de jeunes de Tambacounda de pouvoir fréquenter l'École nationale des beaux-arts de Dakar. Aujourd'hui, quelqu'un comme Feu Sidi Diallo, paix à son âme, c'est à travers les projets TGD, justement, qu'il est arrivé à l'École des beaux-arts. Le jeune Barkinado Bokoum, qui brille aujourd'hui, c'est à travers ce projet. Il y a beaucoup de jeunes artistes aujourd'hui qui font ma fierté. Oui, ils sont de Tamba et voilà. Et Souleymane Diallo, etc. Donc, ils font ma fierté. Parce que ce que je leur dis, c'est que n'attendez pas de moi que je vous donne de l'argent, ceci, cela. Mais ce que je veux, c'est vous conseiller, vous aider pour que vous ayez le parcours que j'ai eu, ou même mieux. Mais en tout cas, que vous formez d'abord à l'École des Beaux-Arts, vous avez une base solide. Avec peut-être mon aide, vous formez à l'étranger. Et après, continuez votre parcours. Peut-être que vous serez même plus brillant que moi. Et aujourd'hui, vous voyez, Sidi a eu quand même un très, très bel parcours malgré son décès brutal. Barkinado Bokoum est en train de briller. Je pense que ça va aller de l'avant. C'était un peu ça aussi l'objectif des projets TGD. Mais la note la plus belle, je dirais, par rapport à cette exposition, et que vous offrez après cette exposition, en tout cas cette exposition à la galerie jusqu'au 18 février, vous l'offrez à l'État du Sénégal. C'est un geste assez noble. Oui, je pense que, c'est-à-dire que, comme on a l'habitude de dire, on ne doit pas non plus attendre tout de l'État. C'est-à-dire que moi, je suis un peu dans une logique qu'il faut savoir aussi donner. C'est bien de recevoir, mais il faut savoir aussi donner. Le Sénégal m'a forgé. Le Sénégal m'a forgé et le Sénégal m'a donné énormément de choses. La preuve, quand j'ai voulu faire cette exposition, j'ai pris langue avec Madame Awacher Diouf, la directrice de la Galerie nationale. Elle m'a tout de suite dit, Ousmane, on ne vous loue pas la galerie, mais on met ça à votre disposition gracieusement, on vous accompagne, on travaille en partenariat, parce que nous avons attendu votre retour. Et ça, je trouve que c'était très, très touchant. Et j'ai été accompagné, je pense, mais par énormément de personnes. À chaque fois que j'ai eu besoin de quelque chose, les gens étaient présents pour moi. Que ce soit la presse, le commissaire Sylvain Sankale, j'ai des amis, André-William Blandonnier qui a monté l'expo, les scénographes, il est venu jusqu'à Dakar sans me demander d'être payé pour monter cette exposition. Les photographes suisses qui ont fait les photos du catalogue sont venus gracieusement faire les photos. À Tambacounda, il y a eu beaucoup d'aide. À Dakar, il y a eu beaucoup d'aide. La presse m'a soutenu. Mais finalement, avec un peu de recul, mais ce serait malhonnête et ingrat de repartir avec toutes ces pièces. Et donc, comme je ne peux pas offrir une pièce à tout un chacun, j'ai décidé de l'offrir à l'État du Sénégal, qu'on puisse le mettre quand même à un endroit où les Sénégalais peuvent aller vraiment la visiter, se l'approprier. Voilà, c'était un peu ça c'était un peu ça le sens de ma donation. D'accord. On s'achemine vers la Biennale de Dakar, prévue le 3 mai prochain. Qu'est-ce que Ousmane Diaw nous réserve? Écoutez, j'ai été contacté par Vieux Diba et puis aussi la directrice de la Biennale. J'ai fait une proposition de projet qui semble être retenue. Donc nous allons juste voir un peu les conditions parce que je pense que c'est très difficile de faire venir mes pièces qui sont à Genève.
Donc on est en train de voir les possibilités de les réaliser ici à Dakar et pour les présenter pendant la Biennale. Mais je suis quasi sûr que je reviendrai à la Biennale et cette fois-ci, le projet sur lequel j'ai envie de travailler, c'est autour de la religion. C'est autour de la religion parce qu'aujourd'hui, comme quand on dit le dialogue islamo-chrétien sénégalais est une référence à travers le monde, une école pour tout, comment dire, toute la planète. Mais moi, je n'aime pas dialogue parce que je pense que comment dire, les chrétiens et les musulmans sénégalais, on a dépassé le dialogue. On a même dépassé la fraternité. Il faut trouver un autre qualificatif. Parce qu'au Sénégal, on trouve dans une même famille une partie musulmane, une partie chrétienne. Dans une même famille, nous avons des cimetières à Joal Fadiout, chrétiens et musulmans sont enterrés. Nous avons dépassé le cadre de la... Voilà, on est allé très très loin. Et je pense que c'est quelque chose qui est très très beau, qui est très très belle plutôt. Et j'avais envie de chanter ça aussi. Et puis m'appuyer aussi un peu sur un article justement des droits de l'homme des Nations Unies, et justement qui chante aussi un peu cette liberté de culte. Mais c'est une façon de les dire, ok, vous les avez sur les textes, venez au Sénégal. Nous la vivons depuis très très longtemps parce qu'on peut retrouver aujourd'hui toutes les religions du monde au Sénégal. Et pour vous dire, par exemple, le Bahaï, je l'ai entendu au Sénégal. Je l'ai connu au Sénégal, mais je ne l'ai jamais entendu en Europe ou aux États-Unis, etc., partout où j'ai voyagé. Et donc, c'est vous dire qu'au Sénégal, toutes les religions sont les bienvenues et puis les personnes ont vraiment les libertés de culte au Sénégal et c'est une réalité. C'est sous ce note de rendez-vous pour la prochaine Biennale de Dakar qu'on se quitte avec Ousmane Dia. Merci d'avoir reçu l'agence de presse sénégalaise. Merci beaucoup, merci à vous. Merci. Merci.